Tous au cinéma, la rédac vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la réouverture des salles. Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale, un scandale. Scène 6, première. Action. Une entrée, s'il vous plaît. C'est 75 cents. Bon, et ici, je suis dans le film. Salut à tous, nous voici de retour avec un nouvel épisode inédit de notre podcast Spotlight. Après 3 mois de fermeture des salles de cinéma, on va logiquement parler de leur réouverture et essayer de répondre aux questions que vous vous posez sans doute. Comment va se passer le retour dans les salles de cinéma et surtout, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir au ciné cet été ? Cette émission va donc célébrer la réouverture des salles de cinéma car oui, elle nous avait beaucoup manqué et vous aider à préparer votre planning, on l'espère. Pour en parler, je suis entourée, enfin à distance, de Maximilien Pierrette et Thomas Desroches de la rédac d'Allociné. Salut à tous les deux. Salut. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va Si loin. Oui, voilà, pour rien vous cacher, on enregistre ce podcast à distance via Zoom. Mais voilà, pour vous, auditeurs, ça ne devrait pas changer grand-chose et on est très content de vous retrouver. La date est notée dans vos agendas en rouge, entouré, tout ça. Lundi 22 juin, les salles de cinéma vont rouvrir leurs portes. Précisons que certaines ouvriront un petit peu plus tard, soit le mercredi 24 ou encore plus tard. 100 jours de fermeture, une première dans l'histoire du cinéma. Dans quelles conditions va-t-on pouvoir y retourner ? C'est la première question à laquelle on va répondre avec toi, Thomas. Et est-ce que aussi on a des raisons de s'inquiéter d'y retourner ? Tu as planché sur ce sujet. Alors, comment ça va se passer, ce retour ? Ouais, alors en fait, pour le retour, donc il y a donc évidemment plein de mesures qui sont mises en place. Et la première, c'est toujours la distanciation sociale qui devra être respectée. Une distance physique au moins d'1 mètre entre les spectateurs. Donc ça va être, par exemple, si vous venez tout seul, va falloir vous séparer un peu des gens autour et donc laisser des sièges libres entre vous. Par contre, si vous venez avec des amis ou de la famille, vous pouvez évidemment vous asseoir à côté. Ça ne changera pas. Ensuite, il y a le port du masque qui sera obligatoire dans le hall du cinéma pour les spectateurs, mais en revanche, il y aura la possibilité de le retirer pendant le film dans la salle, ce qui peut être un peu parfois étouffant pendant tout le film. Mais bon, j'ai été à une projection presse dans une salle dédiée récemment, donc j'ai pu, on va dire, expérimenter le retour en salle avant l'heure. Et certains gardaient le masque et d'autres ne le gardaient pas, ça dépend vraiment des personnes. Il y aura aussi la fluidité pour la circulation des spectateurs avec des files d'attente bien espacées, pareil pour la caisse et aussi pour les sorties de salle, bien éloigner les gens de ceux qui rentrent et de ceux qui sortent pour éviter que les gens se croisent trop. Il y aura aussi des séances, des horaires de séances qui seront bien séparés pour ne pas trop toujours que les gens se croisent. Et aussi, il y aura bien sûr des gels hydroalcooliques mis à disposition dans le hall, toujours dans les toilettes, évidemment, pour que les gens puissent se laver les mains. Et ensuite, je ne sais pas si ça sera tous les cinémas, mais en tout cas, certains limiteront l'occupation de la salle à 50% de capacité, généralement. Donc, ça, voilà, pour toujours éviter que les gens soient trop serrés et les uns sur les autres. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de quoi s'inquiéter, mais je pense que si les gens respectent bien, ça peut être bien organisé et tout peut bien se passer. Oui, finalement, ça ne fait pas une énorme différence. C'est peut-être en termes d'ambiance dans la salle où, voilà, c'est pas comme la séance du vendredi soir où c'est blindé et si c'est une comédie, ça arrive fort. C'est plutôt l'ambiance du dimanche matin quand tu te lèves pour la séance de 9h où il y a 10 personnes dans la salle. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup cette séance où finalement, tu as presque l'impression que la salle a été privatisée pour toi. Bon, voilà, c'est une autre ambiance, mais effectivement, c'est peut-être ça sera une ambiance peut-être plus studieuse. C'est ça, studieuse, privilégiée. Tu as l'impression que tu as privatisé la salle pour toi. Mais bon, c'est vrai que finalement, les consignes sont pas si nombreuses que ça, puisqu'elles concernent surtout l'accès à la salle. Et donc, surtout l'accès. C'est ce qu'on doit appliquer dans les transports, etc., pour s'y rendre. Donc, c'est dans la continuité. Ça ne change pas. Et pour les masques, voilà, c'est... Excuse-moi. Je pense que de même, en fait, les gens vont s'espacer. Parce que déjà, de base, les gens aiment pas forcément être à côté d'inconnus au cinéma. Donc là, si en plus il faut absolument être espacé, ils le feront d'eux-mêmes. C'est juste pour tout ce qui est les groupes. Peut-être que il faudra aussi se déplacer par rapport aux personnes qui sont devant ou derrière nous pour ne pas être juste derrière une personne ou juste devant une autre. Mais j'espère que ça va se faire assez naturellement. Je me pose un peu des questions pour les films qui vont ramener du monde, par exemple. Tu vois, quand je vois que
va falloir limiter l'occupation de la salle. Je pense que ça peut être un peu compliqué parfois, parce qu'une salle peut être vite remplie. Un truc étonnant, c'est qu'à un moment, il y avait un peu une inquiétude pour savoir s'il allait y avoir assez de films qui seraient dans les salles pour le jour de la réouverture. Et finalement, ce qu'on constate, c'est plutôt l'inverse qui se produit, puisque les films sortis en mars, juste avant le confinement, seront là, tous là. Parfois des films déjà sortis en VOD. À ça, il faut ajouter également des films un peu classiques, on pourrait dire, qui s'ajoutent du style, alors arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais Dirty Dancing, Titanic, où certaines salles vont programmer un peu des grands films fédérateurs comme ça pour avoir la possibilité de les voir en salle. Donc voilà, il y a plusieurs types de films qui vont s'ajouter, des inédits, des films déjà sortis en VOD, des classiques, et à partir du 24 juin, donc le mercredi, des nouveautés. Donc ça, on va commencer à en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais dans les films qui seront repris, on peut citer La Bonne Épouse et De Gaulle, qui sont un peu les deux locomotives françaises, si on peut dire, ces deux films qui devraient fédérer un large public et qui n'avaient pas trop eu le temps de conquérir le public, puisqu'ils sont restés très très peu de temps en salle. Et il y a encore plein d'autres films très variés, comme Vivarium, The Hunt. Donc voilà, il y aura un large choix. Donc beaucoup de reprises, beaucoup de nouveautés, et on va en parler donc juste après. Mais avant ça, on voulait vous faire écouter un petit sujet que la rédaction d'Allociné vous a préparé. On a chacun pris 20 secondes, c'est précis, pour vous dire quel était le film qu'on attendait le plus cet été, et ça devrait vous donner un bel avant-goût. The King of Staten Island de Judd Apatow. Déjà parce qu'on aime Judd Apatow et que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles. Sa dernière réalisation remonte à 2015, ça s'appelait Crazy Amy, ça fait longtemps. Ensuite parce que les premières critiques américaines sont carrément excellentes. Et enfin, le sujet. On dirait que Judd Apatow est devenu beaucoup plus mature, et ça nous intéresse. Tout simplement noir, parce qu'on peut compter sur Jean-Pascal Zidi et ses guests pour mêler paroles engagées et rire, ce qui est tout sauf évident, parce que le film risque de faire écho de manière très forte à l'actualité, et parce qu'il contient visiblement une scène d'embrouille d'anthologie entre Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué, et une discussion politiquement incorrecte et donc savoureuse entre Ramzy Bedia et Jonathan Cohen. Bref, cette comédie, elle va faire beaucoup parler, et surtout, elle va faire du bien. Été 85 parce que c'est le tout dernier opus de François Ozon, génie prolifique du cinéma français qui n'a pas son pareil pour varier les genres, les tons et pour nous surprendre. Il le fera sans nul doute avec cette romance à la fois solaire, un peu dramatique, peut-être même toxique, entre deux jeunes hommes que l'on devine ambigus et très passionnés. Rendez-vous le 14 juillet. Divorce Club 2 et avec Michael Youn, avec aussi Arnaud Ducret et François-Xavier Demaison. Tout simplement parce que cette comédie, Grand Prix au Festival de l'Alpe d'Huez, au vu de la bande-annonce, elle a l'air vachement drôle. Et moi en ce moment, j'ai plutôt envie de me marrer. Mulan de Niki Caro, parce que c'est le premier remake live-action Disney qui me fait vraiment envie personnellement, pour son respect de la culture et de l'histoire de la légende de Roi Mulan, une héroïne forte et indépendante incarnée par Liu Yifei. Les décors sont impressionnants et je pense que les scènes de combat vont envoyer du lourd. De mon côté, c'est The Climb de Michael-Angelo Covino. Je l'attends parce que c'est un premier film, et que c'est toujours intéressant de voir un réalisateur qui fait ses premiers pas, parce que c'est une histoire d'amitié tragicomique, et que j'adore ce mélange des genres, et puis parce qu'il y a Judith Godrèche, qu'on n'avait plus vue au cinéma depuis 2013 en France, parce qu'elle est partie faire carrière aux États-Unis, et du coup ça fera plaisir de la revoir au cinéma, même dans un petit rôle. Ip Man 4 pour Donnie Yen, qui est le plus grand artiste martial du monde. Ip Man 4 pour ses combats qui s'annoncent juste dantesques, et Ip Man 4 aussi pour son intrigue qui emmène le personnage rencontrer Bruce Lee aux États-Unis, et c'est pas pour jouer au domino. Antebellum, parce que ce thriller horrifique avec Janelle Monáe s'annonce comme un film de genre particulièrement efficace et éminemment politique, un peu à la manière de Get Out ou de Us. Le cinéma de genre continue de confronter l'Amérique à ses vieux démons, ici, l'esclavage et le racisme, et ça s'annonce passionnant. Moi, le film que j'attends le plus au cinéma, c'est Jumbo, qui sortira le 1er juillet, parce que c'est le premier film de la réalisatrice Zoé Wittock, parce que c'est le grand retour de Noémie Merlan 1 an après Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, et surtout parce que c'est une histoire singulière, unique, comme on en voit rarement, l'histoire d'amour entre une jeune femme et un manège dans une fête foraine. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite voir au cinéma, une histoire passionnante, déroutante, mystérieuse. C'est vraiment tout ce qu'est Jumbo, et j'ai hâte d'aller le voir quand il sortira. Petit Pays, parce que c'est l'adaptation de l'excellent roman de Gaël Faye, que cette version cinématographique s'annonce aussi belle, authentique et sensible, et sans doute plus brutale encore, et parce que le sujet, le génocide des Tutsis au Rwanda, entre autres, a été trop peu traité encore en fiction. Ça s'annonce bouleversant. Vous l'avez entendu, beaucoup de films donc, très divers, mais s'il y a un truc qui frappe, on va aller droit au but, c'est qu'il n'y a pas de blockbuster, ou presque pas. Justement, Max, tu t'es penché sur ce sujet pour nous dire s'il y allait y avoir des blockbusters et quels blockbusters on va pouvoir voir cet été.
Alors oui, il y en aura quelques-uns. Justement, tu parlais il y a quelques minutes en fait des ressorties. Il faut savoir que certains cinémas à Paris vont notamment reprogrammer The Dark Knight, The Dark Knight Rises et Inception de Christopher Nolan parce que Christopher Nolan, ce sera normalement la star de l'été avec Tenet, qui est son prochain film. Alors je dis normalement parce que voilà, on sait que le film a été décalé de 2 semaines aux États-Unis, donc il sortira fin juillet à la place de mi-juillet. En France, on devrait être autour de début août a priori, mais c'est aussi un film qui peut encore bouger. Donc je dis normalement, parce qu'on espère quand même le voir, et ça devrait être le gros film de l'été. C'est même présenté comme le gros film qui ramènera le grand public en salle. Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Sinon, on aura Mulan, le film Disney qui est adapté en live du film d'animation de 1998, donc qui pareil devait sortir en mars et qui a été repoussé. Ça sortira le 22 juillet. Je le mets dans les blockbusters parce que c'est un film qui peut avoir un joli succès parce qu'il a cartonné au festival de l'Alpe d'Huez où tu étais, Thomas. D'ailleurs, c'est Divorce Club, le nouveau film réalisé par Michael Youn, qui débarquera le mardi 14 juillet, donc jour férié, pour aller faire la teuf avec Michael Youn et Arnaud Ducret notamment. Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés. Oui. Tout le monde l'a entendu se faire démonter. Dans les blockbusters, on aura également... Alors, c'est un peu de l'animation, c'est le nouveau film Bob l'éponge le 29 juillet. Et enfin, si tout va bien, parce que là, le film a déjà été décalé à environ 4-5 fois, le film de super-héros Les Nouveaux Mutants, qui est une espèce de spin-off des X-Men, un peu, avec une touche un peu plus horreur, donc voilà, qui a été repoussé pour diverses raisons, et notamment la crise du Covid, et qui doit sortir enfin en salle le 26 août. Mais voilà, ça fait quand même pas beaucoup de blockbusters pour cet été. Alors, je note que tu n'as pas parlé de Wonder Woman 2, mais donc j'imagine que c'est voulu. La date de sortie a changé, mais je crois que pour la France, officiellement, on n'a pas encore la nouvelle date. Alors oui, non, en fait, la date de sortie de Wonder Woman a changé aux États-Unis, donc il devait sortir au mois d'août, il a été repoussé au 2 octobre, et pour l'instant, on n'a pas la date de sortie française, mais le film va être décalé aussi. On sait juste pas s'il va sortir fin septembre ou début octobre, mais c'est sûr qu'il sortira pas cet été. Ne baisse jamais la garde. Un combat n'est pas toujours loyal. Jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte que toi. Et donc, vous savez, le film aussi avait déjà été repoussé une première fois parce qu'il devait sortir en fin d'année dernière. Il avait été repoussé à juin, puis à août, et donc maintenant il repasse à l'automne. Et on se dit qu'a priori, sauf s'il y a un souci, on le verra à ce moment-là. J'espère que je te prends pas de cours, Max, mais j'avais une petite question. Est-ce que de mémoire, tu as en tête les quelques blockbusters qui ont été décalés il y a longtemps? Alors, je pense, moi, en premier, il y avait Top Gun 2 qui devait sortir cet été. Est-ce que tu as en tête d'autres films comme ça qui devaient faire événement cet été et qui, eux, ont été décalés soit très tôt, à la fin de l'année ou même carrément l'année prochaine? Bah oui, alors comme tu dis, il y a Top Gun 2 qui devait sortir le 15 juillet en France, et moi j'étais même persuadé que Tom Cruise allait venir avec les pilotes de l'armée française pour le défilé du 14 juillet. Ça semblait écrit le truc, donc le film est décalé à la fin de l'année, au mois de décembre, le 23 décembre. Très exactement. Alors c'était pas tout à fait l'été, mais la période des blockbusters de l'été aux États-Unis maintenant, elle va de février à septembre, donc c'est un peu complexe. Mais on avait Black Widow, donc le nouveau film Marvel, qui est le premier film de la phase 4, qui lui sortira finalement fin octobre au lieu de fin avril. On a Fast and Furious 9 qui a été décalé d'un an, qui sortira maintenant en 2021. On a le nouveau Pixar, Soul, qui aurait dû sortir là, le 24 juin, au moment où les salles vont réouvrir, mais qui a été repoussé à la fin novembre. Et je crois que c'est tout pour les gros blockbusters de l'été, parce que Wonder Woman devait être prévue début juin, elle a été décalée, d'abord en août, puis maintenant en octobre. Mulan, on a dit tout à l'heure, il a été recalé au mois de juillet, et donc il y a juste Tenet qui pour l'instant est le seul qui garde son créneau de base, même si les choses peuvent bouger, parce qu'en fait, le souci, c'est pas vraiment un souci pour Tenet, mais l'enjeu de Tenet, en fait, il va au-delà du film, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un film qui veut se présenter comme le film qui va ramener le grand public en salle. Sauf que voilà, si jamais il le fait et que ça marche, ça va redonner espoir aux autres distributeurs et aux exploitants.
Si jamais il le fait et que le film est un échec, je pense que ça va refroidir les distributeurs qui ont confiance dans leur film, mais qui se disent qu'il va peut-être falloir attendre un petit peu avant de revenir en salle. Et sachant que j'ai oublié aussi un blockbuster quand même, qui était un des gros événements et qui est le premier à avoir bougé autant, c'est le nouveau James Bond, Mourir peut attendre, qui sera le dernier de Daniel Craig. On aurait dû le voir au mois d'avril, et là, il arrivera chez nous le 11 novembre. Il y avait aussi le nouveau SOS Fantôme, qui était pour mois d'août et qui a été bougé pour le mois de mars. Non, c'est exactement ça en fait. Faut savoir que Sony, donc le distributeur de SOS Fantôme ou du film Morbius avec Jared Leto, qui a un spin-off de Spider-Man sur un des méchants, comme l'avait été Venom, Sony a décalé tous ses films de 2020 à 2021. Donc vraiment, je pense que ça ne doit pas être les seuls à se dire 2020, ça va être une année blanche, on se concentre sur l'année prochaine maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable parce que l'été, c'est normalement quasiment tous les mercredis, on a un blockbuster et c'est presque étonnant quand il n'y en a pas le mercredi. Et là, il y en a très très peu et donc ça va peut-être être l'opportunité pour d'autres types de films de devenir les blockbusters de cet été. Et là, Thomas, tu me vois arriver. Est-ce que François Ozon pourrait être le blockbuster de cet été? Non, mais on va parler avec toi donc des autres films qui vont arriver cet été, parce qu'évidemment, oui, il y a les grosses machines, mais il y a aussi énormément d'autres films qui ont attendu la fin du confinement pour sortir. Donc, il va y avoir énormément de choix. Et donc, comme je vous le disais en début d'émission, le but de ce podcast, c'est aussi de vous aider un peu à faire le tri, de faire votre petit planning pour le retour en salle. Donc, Thomas, qu'est-ce que tu as dans ta besace? Quels sont les potentiels hits, auteurs et indés de l'été? Alors, déjà, il y a le retour de Joe D'Apato, qui va sortir son nouveau film, The King of Staten Island, qui sort pour le 1er juillet. C'est avec Pete Davidson, c'est l'un des comédiens du Saturday Night Live, qui est une émission humoristique très connue aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que le film devait sortir au cinéma aux États-Unis, puis finalement il sort en VOD aux États-Unis, alors qu'il garde une sortie au cinéma en France. Il y a plusieurs films américains comme ça, entre guillemets des petits films américains, souvent des comédies. Comme il y a Irrésistible aussi de Jon Stewart, on en parlait tout à l'heure, c'est l'une des figures du talk show américain, et qui sort un film avec Steve Carell et Rose Byrne, qui sortira en VOD aux États-Unis, mais au cinéma le 1er juillet également en France. Il y a aussi La Voie du succès de Nisha Ganatra, qui avait signé Late Night l'année dernière avec Emma Thompson, et qui sortira, donc là, La Voie du succès, c'est avec Dakota Johnson et la fille de Diana Ross, Tracy Ellis Ross, et qui est sorti fin mai en VOD aux États-Unis et qui sortira le 15 juillet en France au cinéma, du coup. Il y a aussi le retour de Noémie Merlan après Le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui sera à l'affiche de Jumbo le 1er juillet. Donc, c'est un film que j'ai vu au festival de Gérardmer. Et c'est un film qui est réalisé par Zoé Wittock, c'est son premier film. C'est un film très spécial sur une jeune fille qui tombe amoureuse d'un manège dans une fête foraine. Donc, je pense que ça peut peut-être attirer les gens en salle. En tout cas, c'est un film très particulier. Il y a aussi la comédie Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi, avec un gros casting qui sort le 8 juillet. Et il y a évidemment donc François Ozon, qui est quand même déjà un réalisateur très populaire en France, et qui là, du coup, sort son film le 14 juillet. Il profite du jour férié. Et je pense que ça peut être vraiment un gros succès, déjà que d'habitude, ces films frôle souvent ou même dépasse largement le million d'entrées. Et là, moi, je pense que ça peut fonctionner. C'est avec deux jeunes acteurs, Élix Lefebvre et Benjamin Voisin, qu'on a beaucoup vu l'année dernière. Ça, c'est un film que j'attends beaucoup. Il y a aussi La nuit venue de Frédéric Farucci avec Camélia Jordana qui sort le 15 juillet. Un peu plus tard, au mois d'août, il y a The Vigil de Keith Thomas. En fait, c'est un film d'horreur. C'est la prochaine production Blumhouse qui sort le 5 août. Ça, je pense que ça peut fonctionner aussi. Et le 19 août, il y a un autre film indé dont on entend beaucoup parler, qui s'appelle Never, Rarely, Sometimes, Always de Eliza Hittman. C'est celle qui avait signé Les Bums de la plage. Et c'est un film qui est disponible sur Netflix. Et voilà, un film indé qui a beaucoup voyagé dans les festivals. Et ce nouveau film a reçu le Grand Prix du jury à Berlin. Et il sort le 19 août en France. Et je pense que je ne sais pas si ça va vraiment ramener énormément de personnes, mais je pense qu'on peut en entendre parler.
Et ensuite, le 26 août, pour conclure l'été, il y a Petit Pays d'Éric Barbier. C'est l'adaptation du livre de Gaël Faye. Et voilà, je pense que c'est aussi un film qui peut ramener pas mal de spectateurs. Ouais, justement, en fait, je pense que pour répondre à la question que tu posais, Thomas, sur est-ce que tel ou tel film peut ramener du monde en salle, ce qu'il faut, en fait, ce qu'on peut espérer, c'est que les gens retournent au cinéma comme ils avaient l'habitude de le faire et que ils se tourneront vers les films qui seront dispo, vers l'offre qui sera dispo. Et dans ce cas-là, ça pourra profiter à Petit Pays, ça pourra profiter à été 85 de François Ozon. En fait, c'est ça la grande inconnue, c'est est-ce que les gens retourneront en salle? Pas vraiment comme avant, parce qu'on sait que ça va pas revenir comme ça l'était avant le mois de mars. Mais faut compter sur la curiosité peut-être du public. Mais en sachant que de toute façon, il y a toujours chaque année, chaque été, un film souvent français, un film d'auteur qui marche très bien. Donc là, tous les voyants sont ouverts pour que ce soit le film de François Ozon et j'espère que ce sera le cas aussi. Ouais, mais il faudra voir. Mais un truc qui est assez rigolo dans ce que tu soulignais, c'est qu'il y a plein de films. Je pense dans une année normale, je pense au film de Judd Apatow ou au film avec Steve Carell. Dans une année normale, les films ils passent à la trappe en VOD ou directement sur une plateforme pour la télé. Et là, d'un coup, ils sont apparus super tôt dans les plannings. Donc, ce qui est bien aussi, c'est comment ça permet de donner envie à des fans de comédie américaine et à des fans de Steve Carell ou de Judd Apatow d'aller voir leur nouveau film en salle, ce qui n'aurait peut-être pas été possible si on avait eu les blockbusters habituels et tous les films qui étaient prévus. Ouais, souvent on est plus habitué de voir des films privés de sortie cinéma pour finir directement en VOD. Du coup, c'est bien de voir que on privilégie la sortie au cinéma plutôt que la VOD, donc ça c'est plutôt bon signe. Parce que en plus tu citais Late Night avec Emma Thompson qui était sorti l'an dernier au mois d'août. C'est pareil, c'est le genre de film qui pourtant était très bien, c'était une très belle surprise. C'est le genre de film sur le papier, tu te dis si on le voit en DVD ou en VOD, on serait pas étonné. Et puis il est sorti en salle. Je crois qu'en plus il a plutôt été bien reçu et Emma Thompson avait été nommée au Golden Globe en plus derrière. Donc c'était une plutôt bonne surprise. Donc ça peut-être relancer quelque chose sur des films qui généralement ne sortiraient pas en salle ou alors auraient des sorties très très limitées, presque des sorties techniques. Pour résumer, moi je dirais que cet été va nous inciter à être peut-être plus curieux. Peut-être qu'un public qui allait naturellement vers les blockbusters et vers des films très médiatisés vont un peu se laisser tenter par des films qu'ils ne seraient pas allés voir spontanément, peut-être à commencer par François Ozon en se disant tiens, c'est pas pour moi, c'est trop intello entre guillemets. Et moi j'espère et je mise pas mal là-dessus sur le côté on va se laisser surprendre, on a envie de retourner en salle, on a envie de retrouver cette expérience et d'aller voir des choses un peu qui changent, parce que c'est vrai que pendant le confinement, c'est un truc qui a beaucoup été dit, c'est que en regardant la télévision, on a regardé des films un peu doudou, les grosses comédies, ce que passe beaucoup TF1 en ce moment, ou M6 qui passe des films du style La Ligne Verte ou Pretty Woman, et peut-être que de retourner en salle, ça va être l'occasion d'aller voir des choses qu'on a moins vues, de se laisser surprendre. Et ouais, voilà, vraiment, si j'avais un message à faire passer, c'est que la réouverture des salles, ça soit aussi une occasion d'être plus curieux et de se laisser surprendre par des films qu'on n'aurait pas forcément fait la démarche d'aller voir autrement. Salut beau mec. Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin. Pourquoi perdre du temps? On est tous mortels. On a pas mal parlé du film de François Ozon, qui a une particularité. Je crois que c'est un des rares films de cet été à sortir sous le label Cannes 2020. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le festival n'a pas eu lieu, mais à la place, il y a une sélection qui a été dévoilée avec ce qui a été appelé des labels Cannes 2020. Donc, Été 85 en fait partie. Tu peux juste nous dire un petit mot, Thomas, sur en quoi ça consiste? Oui, les labels Cannes, en fait, ce sont les films qui auraient dû être présentés à Cannes, donc soit en compétition, soit hors compétition, soit en un certain regard. Et donc, ils auront tous ce label, sélection du Festival de Cannes 2020, comme si le festival finalement avait eu lieu. Et ça permet en fait de différencier les films et de voir quels films auraient pu être projetés à Cannes. Et je pense que voilà, c'est une bonne idée. Ça permet aussi, c'est surtout aussi, je pense, pour les passionnés du Festival de Cannes. Je ne sais pas si le public qui généralement fait peu attention au festival, je ne sais pas s'il verra la différence, mais je pense que c'est surtout pour ceux qui attendaient avec impatience le Festival de Cannes et qui forcément cette année ne l'ont pas eu. Ça permet un peu de
quand même souligner et mettre en valeur ces films qui auraient pu briller le temps de la croisette. Je pense que c'est un peu ce qu'on va voir avec ce label, c'est est-ce que quand tu vois sur une affiche ou au début d'un film le logo sélection officielle Festival de Cannes, est-ce que ça a un vrai impact sur les entrées et sur la curiosité des gens, ou est-ce que c'est plus les prix ou la médiatisation du film qui joue? Parce que je pense notamment à Parasite l'an dernier. Est-ce que Parasite avec juste un label sélection officielle aurait autant marché, ou est-ce que ce qui a fonctionné aussi, c'est tout le buzz qu'il y a eu, le fait qu'ils sortent juste après avoir eu la Palme d'Or, ce qui était quand même très très bien vu. En fait, tout le bouche à oreille qui s'est enclenché. Je pense que c'est vraiment ce qu'on va pouvoir voir avec ce label. Est-ce que c'est plus Cannes en lui-même ou les prix et le buzz qui aident les films? Ouais. Et encore, François Ozon, il a quand même un nom assez connu en France. Donc, ça ne sera pas vraiment, pour comparer avec Parasite, ça sera compliqué. Mais c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si ça aura vraiment un impact. Enfin, ça sera intéressant de vérifier ça. Ouais, ce qu'il faudrait voir, c'est sur des plus petits, soit des premiers films, soit je pense qu'il y a notamment le nouveau film de Bruno Podalides ou le nouveau film de Emmanuel Mouret, voir par rapport à ce qu'ils font comme entrée d'habitude, est-ce que là, il y a eu un impact ou pas du tout. Puis il faut donc savoir que les films qui ont le label Cannes, pour la plupart, ne sortent pas cet été. François Ozon, c'est un peu une exception, mais ils arriveront plutôt à la rentrée, voire début 2021, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, c'est plutôt automne. Et donc, ce qui me fait une parfaite transition pour qu'on aborde la dernière partie un peu plus courte de cette émission, mais pour avoir un avant-goût de ce qui nous attend à la rentrée, parce que voilà, on a pu le voir, il y a beaucoup de choses donc, qui vont sortir cet été, des choses très variées. Et évidemment, on s'attend à la rentrée à avoir une offre encore plus forte, presque pléthorique, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si voilà, il va y avoir beaucoup de blockbusters à la rentrée et en gros, quels sont les gros rendez-vous de cet automne? Déjà, on parlait de Cannes, donc on va pouvoir faire une belle transition parce qu'il y aura 2 films avec le label Cannes 2020 qui sont sans aucun doute, avec le film de François Ozon, les plus gros morceaux quand même de cette sélection. C'est The French Dispatch, donc le film de Wes Anderson qu'il a tourné à Angoulême avec un casting américain et français. Donc, il y a à peu près 50 noms connus dans son film. En fait, chaque film de Wes Anderson, le casting est encore plus important que celui d'avant. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed a series of travelogue columns into the French Dispatch. Mais là, on va avoir à la fois Adrienne Brody, on va avoir Mathieu Amalric, Léa Seydoux, Benicio del Toro, Bill Murray, Elisabeth Moss, Lina Kudry, dans Papy Charles, c'est Timothée Chalamet également. Il y a Félix Moati aussi, apparemment, qui aura un petit rôle dedans. Donc, c'est complètement démentiel. Donc, c'était l'un des films clairement attendus pour Cannes. Et donc, il sortira le 14 octobre. L'autre film, c'est Soul, dont je parlais tout à l'heure, le nouveau Pixar, réalisé par Pete Docter, qui avait réalisé Là-haut et vice-versa. Donc, il revient avec un film qui, apparemment, qui fait penser un peu à un dérivé de vice-versa sur les émotions, sur l'esprit. Donc, il sortira le 25 novembre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? 151 milliers d'âmes rejoignent chaque jour le grand après. Et je les compte personnellement une par une. Le compte n'y est pas. Et après, oui, comme tu disais, généralement, la rentrée cinéma, c'est-à-dire tout ce qui va de septembre à décembre, est assez chargé parce qu'il y a beaucoup de films de Cannes, il y a beaucoup de films qui se positionnent pour les Oscars et les Césars qui sortent à ce moment-là. Mais là, il y aura plus de blockbusters que d'habitude. Ce qu'on aura donc, Mourir peut attendre, le nouveau James Bond qui sera là. On a Conjuring 3 aussi, quand même, qui est souvent un gros morceau. On a le préquel de Kingsman. On aura également Black Widow, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc le prochain film Marvel et qui va lancer leur nouvelle phase du Marvel Cinematic Universe. Ce sera fin octobre. On a Kaamelott, le premier volet, le film de Alexandre Astier, donc les fans attendent depuis une dizaine d'années, qui aurait dû sortir cet été. C'est l'un des films aussi ça devait être l'un des films de l'été. Et il est repoussé au mois de novembre. On aura Les Tuches 4, qui quand même, sur le papier, devrait être un gros succès et qui sortira en décembre. On parlait de Top Gun, donc qui sortira le 23 décembre. On a Dune, le nouveau film de Denis Villeneuve, avec encore une fois Timothée Chalamet, qui sortira lui aussi le 23 décembre. Donc c'est l'adaptation du roman culte de Frank Herbert, sur laquelle David Lynch s'était un petit peu cassé les dents parce que son adaptation, voilà, divise encore les fans aujourd'hui, y compris lui-même.
Et on aura aussi un film dont on parle peu, mais qui arrive à la fin de l'année, c'est le nouveau Spielberg, le remake de West Side Story, qui sera visible le 16 décembre. Encore une fois, si tout va bien, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans les prochains mois, et si les sorties vont pas encore être décalées les unes après les autres. Oui, c'est vrai que là, la date d'enregistrement fait que on prend les infos qu'on a à disposition, mais c'est vrai que tout peut bouger. Alors, si vous écoutez l'émission dans une semaine ou même beaucoup plus tard, c'est possible que certaines des choses qu'on vous dit là aient évolué. Il y a certaines dates, je pense, à la fin de l'année, peut-être le film de Spielberg pourrait bouger. Et tous les films qui sont datés un peu lointainement, c'est pas impossible qu'ils soient décalés, parce que c'est un peu un jeu de domino. En fait, il suffit qu'il y en ait un qui bouge et puis les autres bougent en même temps. Donc, à surveiller. Mais en tout cas, tous les noms que tu donnes sont alléchants, Max. Ouais, ce que tu disais sur l'effet domino, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours avec donc la Warner qui a décalé Tenet de quelques semaines, ce qui a eu pour effet de bouger Wonder Woman, ce qui a eu pour effet de bouger Matrix 4 et ainsi de suite. Généralement, en fait, quand quelque chose se passe, en fait, quand un distributeur bouge l'un de ses films, ça bouge les suivants, et en général, les autres distributeurs, eux aussi, bougent leurs films. Donc, on peut se dire que les films attendus en novembre ou décembre, c'est assez safe quand même pour que la situation soit revenue un peu à la normale et que donc rien ne bouge. Mais c'est aussi, peut y avoir une deuxième vague à la fin de l'année, et auquel cas, tous les films vont rebouger à nouveau. Donc, soyez attentifs sur l'agenda parce qu'il peut encore bouger, mais globalement, c'est ces films-là qu'on pourrait voir d'ici la fin de l'année. Et voilà, il y a aussi la suite du Dernier Train pour Busan, le film coréen qui s'appellera Peninsula. Il y a beaucoup de choses. Le nouveau film de Valérie Lemercier aussi, son vrai faux biopic sur Céline Dion qui sortira le 18 novembre. Ah oui. Il y aura beaucoup de films inédits et sur le papier intéressants. Thomas sera à la première séance d'Aline Dieu. C'est pour ça. Oui. Ah ouais. Ah ça oui. Mais je voulais juste dire, Max, aussi ce qui est, enfin, quand on est passionné de cinéma, ça on a l'habitude, c'est aussi la sortie des bandes annonces. Ça aussi c'est un grand moment. Et généralement les bandes annonces sortent souvent 3 ou 4 mois avant la sortie du film. Et là il y a rien eu, il y a eu aucune promo sur aucun film. Et je vois parfois des films qui sont prévus dans pas très longtemps, comme The Conjuring 3, qui sort normalement, je crois, au mois de septembre. Il y a pas eu de bande annonce, il y a pas eu d'affiche. Et en fait, les studios sont complètement gelés, quoi. Oui, et parce donc, qu'en fait, comme il y a rien, pour moi, je pense pas que ces films, on se demande vraiment si ces films sortiront vraiment à leur date, parce que la promo n'a pas commencé. Enfin, c'est très compliqué, en fait, finalement. Bah oui, en fait, le seul film qui a sorti une bande-annonce pendant toute la période de confinement, c'était Tenet, puisque voilà, il se positionnait toujours pour une sortie pendant l'été. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, notamment pour les studios américains, c'est que avec le confinement, ils ont aussi perdu beaucoup de créneaux de diffusion, parce que souvent, une bande-annonce était diffusée à la mi-temps d'un match de football américain, était diffusée dans un talk show, et en fait, ces émissions-là se sont arrêtées. Le sport a été mis entre parenthèses aux États-Unis. Donc, pour l'instant, voilà, c'est même ce qu'on a vu, c'est que la bande-annonce du film de Nolan, Tenet, elle a été diffusée dans le cadre d'un événement créé sur le jeu vidéo Fortnite. C'est vraiment le seul truc qu'ils ont pu trouver pour arriver à médiatiser leur bande-annonce de la même façon qu'ils l'auraient faite pendant un match de football ou pendant une émission quand même qui est très regardée, genre les morning shows le matin aux États-Unis. Donc en fait, je pense que l'industrie est en train un petit peu de revoir son mode de fonctionnement, parce qu'elle s'est rendu compte que son système, quand tu tombes sur quelque chose quand même d'assez exceptionnel comme une pandémie, tous tes plannings volent en éclats et il faut trouver comment se réorganiser pour pouvoir aller au-delà. Oui, ça a permis de montrer que les studios sont vachement dépendants du marketing et d'un circuit très rodé de communication. Et là, elle a perdu tous ces rendez-vous, ces événements qui permettaient de faire connaître un film. Et les budgets sont tellement énormes que, contrairement à beaucoup de films qui se maintiennent cet été dont on a parlé, ils sont moins dépendants de ce budget. Un film comme James Bond, c'est vrai qu'au début, quand il a été décalé avant le confinement, il a été décalé assez tôt. Je pense qu'on a tous réagi de la même façon en se disant tiens, mais pourquoi il fait ça alors que la machine était lancée, etc. Mais les budgets sont tellement énormes que... Et en fait, ils peuvent pas se permettre d'avoir un film qui ne rapporte que 500 millions de dollars sur le milliard qu'ils veulent viser. C'est-à-dire que en fait, ils vont se baser que sur les chiffres. Il y aura pas les chiffres avec la mention oui, mais il y avait le Covid. Donc là, en fait, c'est leur investissement, ils seront pas rentabilisés et ça aura des impacts sur les autres films. Donc ils veulent maximiser les chances
de retour sur investissement et ça passe par des reports de sortie. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que pendant des années, on a eu des films dont les dates de sortie étaient prévues 3 ans à l'avance et qui parfois étaient bâclés parce qu'il fallait respecter cette date de sortie. On a quand même découvert que finalement, tu peux arriver à décaler un film de même plusieurs mois. Donc c'est peut-être que les studios devraient garder ça en tête avant de vouloir respecter des plannings et finir les films au chausse-pied. Mais c'est vrai que le cas James Bond, il est impressionnant parce qu'il a été repoussé un mois et demi avant. Et en fait, tout sortait, enfin, les couvertures de magazines, tout était mis en place, etc. Ils avaient même été invités sur les plateaux de télé, etc. Et du coup, tout ça, en fait, je suppose qu'il y aura encore de la promo au mois de novembre, mais c'est un peu un truc où ils n'avaient pas le choix de mettre ça un peu à la poubelle, quoi. Je pense que les couvertures de magazines, c'est beaucoup d'investissement. Il y a beaucoup de hors-séries qui sont sortis parce que voilà, un James Bond, c'est toujours un événement. En plus, là, c'est la fin de l'ère Daniel Craig, donc c'est encore plus un événement. Donc, il y a des hors-séries qui sont sortis. Je ne sais pas s'ils les ressortiront au moment du film. Et de toute façon, là, je pense que la décision de reporter la sortie, ils l'ont prise juste avant de commencer la tournée promo dans le monde. Parce qu'il valait mieux ne rien faire du tout plutôt que déjà d'investir de l'argent pour les voyages autour du monde et de devoir arrêter à mi-chemin. Ils ont préféré en fait tout faire d'un coup à l'automne plutôt que morceler ça et qu'après ce soit incompréhensible pour les gens. Alors, j'avais 2 choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Déjà, je voulais saluer le travail d'une grande partie de l'équipe d'Allociné qui, tous les jours, change les dates de sortie sur les fiches films pour qu'on soit le plus à jour possible. C'est un énorme boulot, que vous soyez informés le plus précisément possible. Et voilà, pour vous dire à quel point tout ça évolue au jour le jour. Et un truc qui pourrait faire encore bouger tout ça, qu'on n'a pas encore mentionné, c'est que hier soir, donc comme je vous ai dit, on enregistre mardi 16 juin, hier soir a été annoncé le décalage des Oscars, et ça aussi, mine de rien, ça pourrait avoir un impact sur les dates de sortie des films, puisque les films parfois sortent de façon à être proches de la période de vote pour les Oscars, et du coup ça va peut-être faire bouger les choses et notamment aussi rendre le festival de Berlin encore plus prestigieux qu'il ne l'est déjà, pour que les films américains soient sélectionnés majoritairement là-bas plutôt que Toronto par exemple ou Venise, qui sera beaucoup plus loin que les Oscars. Donc ça aussi, au moment où on enregistre, on n'a pas encore idée des conséquences que ça pourrait avoir, mais c'est possible que certains gros films qui sortent à l'automne habituellement pour être éligibles pour les Oscars, soient décalés en début d'année. Oui, c'est sûr que West Side Story, vu sous cet angle, le mois de décembre, c'est peut-être pas une si bonne idée s'ils veulent viser les Oscars. Peut-être que c'est plus un film de février. Il y a un autre film aussi qui est attendu en novembre qui s'appelle Trial of the Chicago 7, qui devait être réalisé par Spielberg à une époque et qui maintenant est réalisé par Aaron Sorkin, donc le scénariste de The Social Network, qui est clairement un film à Oscar. Et là, pareil, le début du mois de novembre, c'est peut-être pas la bonne stratégie selon ce qu'ils veulent viser. Ouais, donc voilà, il y a tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal de paramètres qui font que les dates bougent beaucoup. C'est pas forcément évident à suivre. A priori, pour l'été, là, ça devrait plus bouger ou pas beaucoup bouger. Mais c'est vrai que moi, pour l'automne-hiver, je surveille pas mal. Je me dis qu'effectivement, un film comme West Side Story pourrait encore bouger, même si il y a aussi des films qui sont très Noël, et West Side Story, ça peut être une bonne sortie familiale pour les fêtes de fin d'année, donc on verra. Mais en tout cas, il est possible que cette émission soit obsolète dans 2 ou 3 semaines si effectivement on a à nouveau cet effet domino, il y en a un qui bouge et tout le monde suit. Mais voilà, en tout cas, ça donne aussi une idée de à quel point ce secteur est mouvant et dépendant de pas mal d'enjeux économiques, stratégiques, etc. Voilà, on n'est pas rentré dans tous les détails business, mais il y a beaucoup d'enjeux économiques concernés par cette crise. On l'a vu avec les tournages, etc. Et maintenant, c'est au niveau des sorties où ça pourrait encore bouger. Et donc, ça, on n'en a pas parlé encore, mais c'est vrai qu'il y a aussi des films qui vont se positionner pour Cannes 2022. Et donc, des gros films qu'on attendait pour cette année, comme Benedetta avec Virginie Efira, par exemple, ils ne sortiront pas. J'ai dit Cannes 2022, mais non, je suis un peu trop en avance. Cannes 2021. C'est la Star Wars Celebration, ça, 2022. J'allais te reprendre en fait en me disant merde, en fait.
Ouais, non, Cannes 2021, mais maintenant il y a des reports tellement éloignés. Je pense à Matrix qui est en 2022 que j'ai presque l'impression d'être déjà passé en 2021. Je sais pas pour vous, mais En fait, on a déjà oublié 2020, tu vois. Donc on est déjà ça. en 2021. On essaye d'oublier 2020 et. Mais bon, en tout cas, voilà, tout ce qu'on vous a dit juste dans cette émission permet aussi de voir que finalement 2020 n'aura pas été une année blanche. On avait un petit peu peur de ça, que aucun film ne sorte même à l'issue de l'été. Et finalement, voilà, cet été sera riche, un peu différent, hein, une invitation à la curiosité. Et puis cet automne, et si les choses n'évoluent pas de façon inquiétante, eh bien, on aura plein de films, notamment beaucoup de Timothée Chalamet Everywhere. et voilà, plein de choses excitantes. C'est vrai que l'automne, à mon avis, ça va être hyper chargé et ça va être hyper intéressant. Mais et pour nous, journalistes de cinéma, voilà, on retourne aux affaires. On va avoir beaucoup de films à vous conseiller. Voilà, ça va être notre boulot. Après vous avoir conseillé les films à voir sur les plateformes pendant le confinement, là, on va retrouver les salles de cinéma, les salles de projection presse pour essayer de donner le meilleur de ce qui sort. Et la diversité de ce qui sort. On a presque terminé l'émission, mais avant de se quitter, on vous a gardé une petite surprise. Vous avez peut-être vu pendant toutes ces dernières semaines passer sur Allociné des sortes de vignettes vidéo avec un sacré casting. On avait eu Pierre Ninet, Xavier Dolan, Michel Hazanavicius, Toledano et Nakache, Sandrine Kiberlin, j'en passe. Enfin, voilà, énormément de personnalités qui ont eu la gentillesse de se filmer pendant le confinement pour partager avec nous leur amour du cinéma, et tout ça au sein d'une campagne qui s'appelle « On ira tous au cinéma ». Et pour se quitter, j'avais envie qu'on réécoute quelques extraits de ces vidéos. Ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression de faire un choix. Pour les 2 prochaines heures ou l'heure et demie, je vais me consacrer à ça. Une fois que tu as choisi ton film, tu as choisi ta séance, tu rentres dans la salle, tu es obligé de laisser beaucoup de choses derrière toi. Ce choix-là, je le trouve sacré, presque en résistance avec l'époque qui nous est proposée. Quand on regarde un film chez soi, sur une plateforme ou quoi, il y a toujours la tentation d'aller checker une info, d'aller regarder un truc sur son portable, recevoir un mail, recevoir un SMS. Le cinéma, la salle, en plus d'être une expérience sociale et sensorielle très forte, c'est un choix sacré. Et ça, c'est incomparable. Je suis excité, en fait, je ressens quelque chose d'excitant parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui va commencer, qu'il y a une aventure, il y a une histoire qui va m'être racontée. Et puis aussi, ce qui est excitant pour moi là-dedans, c'est de savoir que je vais vivre quelque chose d'à la fois d'intime puis de personnel, mais que je vais le vivre avec d'autres, que je vais entendre rire, que je vais peut-être entendre sangloter autour de moi. C'est important pour moi de pouvoir me retrouver en société. Puis, dans ma vie, le cinéma, c'est quand même un lieu collectif agréable pour moi. Il est sans interaction les uns avec les autres. Pas que c'est ce que je recherche en tout temps, mais il est sans interaction les uns avec les autres, mais les uns en présence des autres. On interagit quand même avec le film. Donc, voilà. Merci à tous pour votre écoute. Merci Max et Thomas d'avoir participé à l'émission dans ces conditions un peu particulières. Hein. C'est bizarre parce qu'on ne se voit pas, on ne se touche pas. Hein. Là, pour le coup, on respecte la distanciation sociale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça nous manque. C'est un peu particulier. Voilà. On espère pour vous, chers auditeurs, que ça n'a pas rendu l'émission trop différente. Mais en tout cas, on avait envie de vous retrouver, de partager cet enthousiasme pour le cinéma. Et donc, justement, je vous le rappelle, le 22 juin, donc c'est la réouverture des salles de cinéma. Et tous au cinéma. Salut à tous. Salut. N'hésitez pas à noter cette émission, à la partager et à en parler autour de vous. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcasts.